Bonjour, soyez bienvenus pour votre émission Dimanche en politique en Ile-de-France. La métropole du Grand Paris invente la ville de demain. Elle a désigné au mois d'octobre les 51 lauréats de son concours d'urbanisme Inventons la métropole du Grand Paris. Il s'agit de la plus grande consultation d'Europe en matière d'aménagement, d'urbanisme et d'architecture. Le montant des investissements, vous le voyez, est estimé à 7,2 milliards d'euros. 51 sites vont donc être réaménagés pour accueillir 14 000 nouveaux logements, près de 900 000 mètres carrés d'activités économiques ou encore de l'hôtellerie, des projets qui, on le verra, font la part belle au végétal, aux logiques de développement durable, à l'agriculture urbaine et dans une large mesure aux innovations en matière d'aménagement urbain. Alors on va être très concret aujourd'hui. On va vous présenter quelques projets qui illustrent les problématiques qui ont alimenté les réflexions des aménageurs. Et pour en parler sur ce plateau, nous recevons Valérie Mayer-Plimon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère métropolitaine du Grand Paris, déléguée auprès du président, en charge du projet Inventons la métropole du Grand Paris. Vous êtes également maire adjointe de la commune de Santeny dans le Val-de-Marne. En face de vous, Dominique Alba. Bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte urbaniste et vous êtes directrice de la PUR, l'atelier parisien d'urbanisme. Alors je le disais, ces projets urbains, si on se fie en tout cas aux images de synthèse, font la part belle à la présence du vert, à commencer peut-être par celui-ci. Le projet Ecotone à Arcueil en bordure d'autoroute. C'est un ensemble immobilier de 80 000 mètres carrés. Il comprendra surface d'activité, espace de coworking, des restaurants, des commerces, un hôtel, une résidence pour chercheurs et jeunes actifs, ainsi qu'une crèche. Mais ce qui retient le plus l'attention, c'est qu'il s'inscrit dans le concept de résilience. Alors la résilience, pour faire simple, c'est en matière d'urbanisme, c'est l'adaptation aux contraintes extérieures, comme par exemple le réchauffement climatique. Comment ce concept s'illustre-t-il dans ce projet, Valérie Mayer-Plimon ? Alors tout d'abord, je crois que c'est un des plus beaux projets de cet appel à projet Inventons la métropole du Grand Paris. Tout d'abord parce qu'il est signalé par un bâtiment absolument exceptionnel, réalisé par Duncan Lewis, et surtout qu'il associe cette audace architecturale à justement une réflexion sur le biomimétisme qui finalement cherche à savoir comment sauver la nature, et comment sauver la nature finalement en se référant à la nature elle-même. C'est le principe même de l'innovation. Et de ce point de vue-là, le projet en soi, qui d'ailleurs offre des perspectives magnifiques sur la vallée de la Bièvre, permet de s'inscrire dans un des défis qui est celui de la métropole du Grand Paris, bien évidemment la résilience. C'est-à-dire que par exemple, là, on voit que les façades sont végétalisées. Ce végétal, il permet de protéger le bâtiment, par exemple, lors des canicules. Exactement. Il s'inscrit non seulement dans un paysage qui est très arboré, mais de la même façon, il domestique, entre guillemets, le réchauffement climatique. Il va permettre de protéger les logements. Il va permettre de s'habituer aux luminosités qui vont être différentes sur le site selon les saisons. Dominique Alba, changement climatique, zone inondable, l'urbain aujourd'hui se construit en intégrant ces problématiques-là plutôt que de les subir ? Disons qu'on a déjà beaucoup de choses à subir, donc c'est vrai que tous les nouveaux projets marquent le trait et impriment leur marque sur ces problématiques-là. Ça paraît aujourd'hui des choses... c'est dans Inventer la métropole, en tout cas, tous les projets se sont emparés de ces sujets-là et c'est sans doute la première fois à cette échelle-là qu'on voit autant de sujets de cette nature-là pris en compte dès les premières réflexions par l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les investisseurs, les promoteurs, les architectes et les autres parties prenantes. Donc le traitement de l'eau, le traitement du verre, le traitement de la chaleur, la capacité des bâtiments à se réinventer eux-mêmes, je dirais, parce que c'est aussi ça l'étape d'après, c'est qu'en fait ils sont construits pour une période, un usage, et comme l'a dit Valérie, ça va changer. Et donc une des caractéristiques de tous ces projets, et très forte dans la résilience, c'est de se réinventer eux-mêmes sur les 20, 30, 40 prochaines années. Alors, vous parlez peut-être de modularité, justement, on en parlera en cours de cette émission. Pour revenir sur ce projet, il fait la part belle également à la biodiversité. Il y a des plantes dépolluantes sur le toit, des systèmes de récupération de la chaleur des eaux usées, des panneaux solaires, des éoliennes urbaines, ainsi qu'une valorisation des déchets par la méthanisation. Lorsque l'on parle de biodiversité, d'énergie durable, cela se retrouve également dans d'autres projets qu'on va voir. Le Lab 21, Romanville, par exemple. Là, on parle de quartier zéro énergie carbonée, zéro déchet. On a aussi du solaire thermique et de la géothermie dans les projets Les Lilas, dans le fort de Romainville, on le voit à l'image. Et puis vous allez voir dans les images qui vont suivre après sur le projet Antony Paul. Voilà, Antony Paul, là, on prévoit une consommation énergétique divisée par 3. C'est ça l'avenir de nos quartiers, des quartiers qui sont vraiment autosuffisants. On y arrive à ce stade-là, des quartiers qui ne consomment
pas plus d'énergie qu'ils ne produisent ? En fait, c'est une question qui va se poser très très rapidement et c'est une question à laquelle cet appel à projet a demandé au groupement de bien vouloir répondre, ou en tout cas de réfléchir. Ce sont les défis auxquels la métropole va avoir effectivement à s'attaquer dans les années qui viennent. Et de ce point de vue-là, oui, les groupements ont fait preuve d'énormément d'imagination. Inventons, ça n'est pas simplement construisons. Inventons, c'est donnons-nous la capacité pour la métropole de demain d'arriver justement à vivre dans un monde qui soit plus respectueux des rythmes des saisons et surtout qui permettent d'éviter les grandes catastrophes. Dominique Alba, l'autosuffisance des quartiers, c'est une réalité ou est-ce que ça dépend finalement aussi peut-être du bon vouloir de chacun ? Ça dépend beaucoup du bon vouloir de chacun. Comme vous le savez, on sait que 30% de la consommation énergétique relève du comportement. Donc si à ça on ajoute le fait que une très large majorité de nos mètres carrés de nos quartiers sont déjà construits, il est clair qu'on a une marge de manœuvre conséquente et en tout cas, on doit travailler dur pour atteindre les objectifs qu'on se fixe nous-mêmes, puisqu'on nous demande d'accélérer. C'est vrai que ce qui est intéressant dans les projets qui sont proposés, c'est que parfois avec des choses assez simples, qui sont en fait de travailler ensemble, de se regarder l'un l'autre, d'imaginer que l'on peut être une ressource pour son voisin, pour le programme d'à côté, voire pour l'immeuble existant, qu'en fin de compte, ce n'est pas que de la technologie, c'est beaucoup des choix de vivre ensemble, des choix de partager, et ça, c'est essentiel, parce que si tout relève de la technologie, on sera toujours en train de courir après. Les nouvelles technologies qui quand même nous aident aussi peut-être à mieux maîtriser notre énergie. On parle de smart grid, de smart city. Il faut qu'on avance un petit... Alors ça, c'est un projet qui a été intéressant, celui de Montreuil. Une commune qui est concernée, comme d'autres, notamment dans l'Est parisien, concernée par la présence de sites anciennement industriels. Et donc les terrains sont pollués. C'est ce qui caractérise le projet Mur de pêche. À Montreuil, là, ce sont des plantes qui vont dépolluer le site. Alors en fait, la particularité du site de Montreuil, c'est qu'il associe effectivement la réhabilitation d'un îlot manufacturier, qui était une ancienne tannerie, à côté d'un site patrimonial fort. Il ne faut pas oublier que Montreuil, c'est à côté du mur à pêche, qui était cultivé au XVIIe siècle et qui faisait les bonheurs à la fois de la cour d'Angleterre, de la Russie tsariste. Donc aujourd'hui, comment finalement faire se côtoyer un ancien site industriel que l'on va effectivement réhabiliter pour qu'il puisse s'inscrire dans la ville de demain dans laquelle on souhaite vivre, à côté d'un élément patrimonial fort. Et c'est ce qui a été parfaitement réussi dans ce projet qui a été choisi comme lauréat. Un projet donc, qui accueille une partie d'agriculture urbaine. En parlant d'agriculture urbaine, Dominique Alba, ces dernières années, et notamment dans ces projets qui préfigurent ce que sera le Grand Paris demain, on a des projets d'agriculture urbaine justement dans peut-être la majeure partie des cas. Qu'est-ce que ça nous dit, l'arrivée de l'agriculture dans nos villes, sur notre rapport à la ville, sur notre rapport à la nature ? Ça change toute l'esthétique de la ville. Et c'est une des caractéristique, je dirais, de ces projets, c'est qu'il y a une recherche de symbiose entre le bâtiment et la nature. Donc c'est plus j'en rajoute un peu à gauche, j'en rajoute un peu à droite. Ce sont des systèmes qui vont se coproduire. Donc comment on le fait ? Je dirais qu'on va apprendre en marchant. Donc il y a aujourd'hui des choses qui existent, qui fonctionnent plutôt bien. Il y a des envies. Il y a aussi des comportements citadins qui changent, qui acceptent de consacrer un peu de temps, parce que l'agriculture urbaine, c'est comme l'agriculture tout court, il faut quand même les faire pousser, les légumes et les tomates. Donc il faudra aussi qu'on prenne du temps pour faire ça. Mais je crois que le citadin, il a envie de ça. Mais ce qui est vraiment intéressant dans ces projets, c'est que ça décale complètement la question esthétique, au sens où on ne regarde plus vraiment une architecture comme on avait l'habitude de la regarder avec une composition de façade. On la regarde plutôt comme différentes couches qu'on lit, où on voit plusieurs possibilités de faire les choses qui sont exprimées dans les architectures. Ce qui est très très différent d'une façade haussmannienne, par exemple, que l'on regarde au travers de l'appareillage de pierre, la composition des fenêtres. Là, on ne peut pas avoir ce type de regard, on voit plein de choses différentes. Et ça, c'est peut-être un marqueur, je dirais, d'une nouvelle identité métropolitaine. On va détailler peut-être deux projets très rapidement. Commencer par le temps sur mesure à Bagneux. Oui, alors Bagneux, c'est particulièrement intéressant parce que c'est à 3 km de Paris. Donc il y a une volonté finalement de tracer une continuité entre deux centralités et de développer un projet qui va s'inscrire dans le temps progressif. C'est-à-dire qu'il va y avoir une occupation immédiate des lieux, mais qui va prendre le temps finalement de la saisonnalité de ces projets, notamment en matière d'agriculture urbaine. Et moi, Bagneux avec des agricultures
au niveau des toits. Exactement, sur les toits. Avec les serres. Et je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Dominique tout à l'heure. Cette pratique de l'agriculture urbaine, elle répond aussi à une fonctionnalité de la métropole qui est celle de la ville nourricière. C'est-à-dire qu'on vit dans la ville, mais on peut aussi vivre de la ville. Et ça, c'est particulièrement important dans le cadre du projet Inventons la métropole. Avec des projets qui mettent en avant notamment, par exemple, la permaculture, qui n'utilise pas justement de produits phytosanitaires, par exemple. Peut-être pour clôturer cette première partie, un focus sur un des plus gros projets de ce concours Inventons la métropole du Grand Paris, celui des Lumières Pleyel à Saint-Denis. Projet qui lui aussi fait la part belle au vert, mais qui comprend aussi, et cela aussi c'est tendance, un pont habité. C'est un sujet d'Élise Ferret, de Julie Jacquard, sur un commentaire de Maud de Bourne. Oubliez vos idées préconçues sur la Seine-Saint-Denis. Regardez, ce quartier va bientôt exister. Bienvenue au cœur du projet Lumières Pleyel. Les Lumières Pleyel, ils commencent dès le début avec un pont, un nouveau pont qui va arriver, qui va se faire la liaison est-ouest, avec des restaurants, avec des zones où on peut s'asseoir, des sortes de zones de rencontre sur le pont, devant un bâtiment sublime en bois qu'on retrouvera de ce côté-là, qui introduit le projet. Une nouvelle gare, des lignes du Grand Paris Express, des bureaux, des logements. Au total, 176 000 mètres carrés de bâtiments, soit l'équivalent de 25 terrains de football, seront construits autour d'un parc de 15 hectares. L'objectif du projet, changer la vie des habitants du quartier. Il y a même une crèche, il y a des salles de spectacle, il y a des cafés, on pourra avoir des concerts dans le parc de 15 hectares et et tous les bâtiments sont face au parc, mais aussi la rue Pleyel. Et on peut vraiment faire du sport, on peut se rencontrer, on peut manger à midi, il y a plein soleil à midi et c'est vraiment un parc pour le plaisir et pour la vie. Norvège, Japon, Autriche, 7 agences d'architectes de différents pays travaillent ensemble pour construire cette ville dans la ville. Elles ont remporté la consultation internationale lancée par la préfecture, la société et la métropole du Grand Paris, ainsi que la région. Pleyel, c'est un peu un fer de lance ou un projet phare, on va dire comme ça, de la consultation parce que dans sa taille, dans l'investissement, on estime que c'est 1 milliard d'investissements pour le construire, et puis dans l'ambition portée par les concepteurs et l'ambition portée par les élus locaux qui ont choisi de mettre ce site en consultation dans ce grand concours de Inventer la métropole du Grand Paris, qui est quand même la plus grande consultation urbaine architecturale qui ait jamais été faite dans le monde. Livraison prévue en 2024 pour les Jeux Olympiques, histoire de faire enfin coller le rêve à la réalité de la Seine-Saint-Denis. Voilà, un projet très beau. Enfin, en tout cas, peut-être que tout le monde ne sera pas de cet avis-là, mais on est un petit peu peut-être dans l'archétype de la ville de demain, c'est-à-dire une ville assez dense, mais en même temps qui est aérée. C'est ce qui fait peut-être qu'on accepte plus l'urbanité quelque part. C'est une grande question, la densité. On l'aime tous pour ce qu'elle nous offre et on la déteste tous quand on en parle. Mais c'est vrai que cette métropole, elle a une grande qualité, c'est qu'elle est faite de tissus urbains très différents les uns des autres, qu'elle est en très grande partie construite, et que donc on a des respirations entre des systèmes, je dirais, peu denses, comme les tissus pavillonnaires, et puis des systèmes hyper denses, comme celui qui est proposé dans ce projet, qui fait qu'au moins sur une gare, on aura une animation, on sait qu'on aura des lieux de rendez-vous, comme aujourd'hui, l'esplanade de la Défense, par exemple, est devenue un lieu dans lequel il se passe beaucoup de choses, on a des concerts, on a une activité culturelle. Donc la densité, elle permet ça, parce que si on veut qu'un commerce marche, qu'un restaurant marche, qu'un théâtre marche, qu'un cinéma marche, il faut qu'il y ait du monde pour y aller. Donc il y a d'une part le système de transport, ça c'est exact, mais aussi l'offre à l'endroit où le système de transport arrive. Donc sur ces sujets-là, je crois qu'il y aura autant d'avis que de situations. Paris est une ville hyper dense, la métropole est une ville, je dirais, qui a la densité de Londres. Donc ce qui va être bien, c'est que grâce à ce concours, on va avoir tous les cas de figure. Donc on aura plus de diversité qu'aujourd'hui et c'est ça qui est le plus important. Et là, en l'occurrence, si ce projet est aussi important à ce lieu précis, c'est parce qu'on a une offre de transport en commun qui va avec. Les mobilités, elles sont au cœur aussi de la réflexion dans ce concours-là. Alors, il est évident que c'est un projet emblématique. D'ailleurs, je souhaiterais souligner que c'est le seul projet sur lequel le président Ollier a accepté de sélectionner 5 candidats qui ont donc tous passé l'oral pour la dernière phase du jury. C'est un site emblématique parce que ça va être le plus grand hub d'Europe.
C'est une gare qui sera plus grande que la gare de Saint-Pancrace. Il est évident que les mobilités sont au cœur du sujet de la métropole, parce que la métropole... 5 lignes de métro, plus 2 lignes de Transilien. Exactement. Sans important. compter les bus et les possibilités d'accéder à la gare via les nouvelles mobilités que l'on connaît aujourd'hui et celles que l'on ne connaît pas encore. Donc il y a vraiment un défi d'organisation de la mobilité. La mobilité, c'est un sujet pour tous les métropolitains, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, il y a encore un quart des jeunes qui, en recherche d'emploi, sont gênés parce qu'ils ne peuvent pas justement se déplacer. Donc la mobilité, c'est accéder aux loisirs, accéder à son emploi, et puis c'est surtout pouvoir s'ouvrir vers d'autres territoires de la métropole. Si on prend les images de synthèse un petit peu dans la plupart des projets, et on peut par exemple citer le triangle de Gonesse. Si on peut voir les images du triangle de Gonesse, à chaque fois, on voit des piétons. C'est ce que vous signaliez, Dominique Alba, au sujet de ces projets-là. Est-ce que ça veut dire que ces villes seront interdites aux véhicules demain? Est-ce qu'on parle de plus en plus de mobilité partagée? C'est quoi l'avenir des déplacements, dans le cadre notamment de ces projets-là? Ces projets sont des tout petits morceaux dans des villes. Ce ne sont pas des villes. Donc ils vont être obligés de tisser des liens avec ce qui est autour d'eux. Autrement, ils seront des exceptions culturelles ou des exceptions urbaines, et ça ne fonctionne jamais. Et c'est ce qui, d'ailleurs, attire dans les villes françaises, européennes, c'est qu'on peut circuler, qu'il y a un espace public bien organisé. Et je crois que ça va être l'enjeu, je dirais, maintenant de la mise en œuvre, puisque là, comme on disait, on a fait 50% du chemin. Il y en a encore 50% à faire. Et ensuite, il faudra le faire vivre. C'est-à-dire qu'il va falloir adapter ces projets-là. Il va falloir pouvoir peut-être adapter évoluer. Et faire évoluer, et surtout considérer bien ce qui relève du privé et ce qui relève du public, pour qu'on n'ait pas des confrontations d'usage avec tout d'un coup quelque chose qui, en fin de compte, fait qu'on fermera l'espace, parce qu'on ne saura pas le faire fonctionner de manière partagée. Qui va payer? On parle de 7,2 milliards d'euros dans ces... Alors, ces 7,2 milliards d'euros, c'est effectivement le montant des investissements que tous les groupements ont accepté d'apporter pour... Ce n'est que de l'argent privé, c'est ça? Absolument, c'est 0% d'argent public, et c'est ce qui est absolument extraordinaire. Quand on a vu effectivement que ces groupements avaient accepté de mettre autant d'argent sur des projets qui étaient encore en réflexion, on se dit qu'ils l'ont fait d'une part parce que la métropole était un interlocuteur unique, ça c'est particulièrement important, et aussi parce qu'ils ont été rassurés par la rigueur, par le sérieux et l'exigence d'excellence du règlement de la consultation. Allez, on continue notre tour d'horizon. On se rend sur la commune de Villiers-sur-Marne, c'est à l'est de Paris, avec ce projet, les balcons sur Paris, qui prévoit en outre 50% de toits végétalisés, de la biodiversité, des solutions de mobilité. En revanche, ce que l'on n'imagine pas en regardant ces images, c'est que l'ensemble de ces bâtiments, eh bien, ils sont en bois. Ce quartier serait le premier quartier bas carbone de belle hauteur en bois d'Europe. Le bois, c'est devenu tendance. C'est quoi? On ne l'utilisait pas avant pour des immeubles. C'est quoi? C'est l'avenir de la construction, le bois? En tout cas... qu'est-ce qui permet, peut-être, surtout? Le bois, il stocke le carbone. Donc, il nous permet d'atteindre des objectifs qu'on s'est fixés par rapport à la question du bilan carbone auquel on veut arriver. Mais c'est surtout, c'est renouvelable, ça pousse, donc on peut le cultiver, je dirais, d'une certaine façon. On peut le réemployer, peut-être d'une façon plus simple. Et puis, il crée une atmosphère dans les bâtiments que les gens apprécient. Donc ça aussi, on parlait d'esthétique avec la nature. Je pense que l'esthétique du bois, on est plutôt, nous, dans le genre, le patrimoine, c'est la pierre. Le bois, c'est autre chose. Mais là, c'est le bois qui va devenir patrimoine. Donc ça aussi, c'est extrêmement intéressant parce qu'on ouvre des champs qu'on n'avait pas. Donc on va enrichir vraiment nos villes parce qu'il y aura des nouvelles esthétiques. Oui. Et en matière d'esthétique, ce projet qui donne finalement une perspective sur la vallée de la Marne est absolument exceptionnel. On entre véritablement dans une modernité avec le bois, peut-être à laquelle on n'aurait pas pensé. Il ne faut pas oublier qu'en plus, il y a un palais des congrès absolument exceptionnel qui va être construit. Et là, on est dans une nouvelle perspective. C'est une nouvelle porte d'entrée de la métropole à l'Est. Et ça, c'est particulièrement important en s'attachant à ce que veut dire justement l'entrée de la métropole. Alors, le bois, nouvelle tendance, tout comme le concept de modularité. Alors, qu'est-ce que c'est la modularité? On va déjà commencer à voir les images du projet de la maison Édouard François. C'est au Kremlin Bicêtre. Et le temps que ça se lance, c'est bien pour vous expliquer la modularité. C'est en quelque sorte, je pars sous votre contrôle, mais c'est de rendre adaptables les logements en fonction des besoins. Et ce projet du Kremlin Bicêtre, qu'on va peut-être voir, Valérie Mayer-Blimont, il en est le parfait exemple? Oui, parce que... Voilà les images.
qu'aujourd'hui, en fait, on se rend bien compte qu'on a tous des parcours de vie différents, avec des ruptures, que ce soit avec l'arrivée des enfants, avec les recompositions des familles, avec tout ce qui s'ensuit. Et on a la capacité donc d'habiter un logement qui va répondre justement à ces différentes ruptures de vie, soit que l'on se sert des terrasses pour agrandir son habitation, soit que l'on justement s'en sert pour cultiver, se faire un potager urbain. On le voit là justement sur les images. Il y a une pièce qui vient d'apparaître sur les terrasses. Ça, c'est assez novateur, hein, le logement qui s'adapte en fonction des besoins, ou parfois c'est des cloisons qu'on peut déplacer justement en fonction de, voilà, si on veut une pièce un peu plus grande, ou s'il faut accueillir un nouveau venu, on va lui faire une petite place. C'est novateur, ça, dans la conception des logements? Disons que tout le monde cherche à le faire depuis longtemps. Et que peut-être aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que les nouveaux systèmes de construction, comme le bois par exemple, ou ce rapport avec la nature, avec ces grands balcons que l'on peut ou pas construire, nous offrent des possibilités qu'on n'avait pas jusqu'à présent. On était plutôt dans l'idée du préfabriqué, qui permettait la modularité, et là, on n'est plus du tout dans le préfabriqué, on est dans des objets assez sophistiqués, portés par des architectes tous brillants, avec des équipes très complexes. Donc on se dit que là, il y a peut-être une nouvelle piste. Et je crois que ce que disait Valérie est très réel, hein. On a des parcours de vie qui changent. Et on a ce rapport à l'objet ou l'endroit où on habite, si vous voulez, où en fin de compte, on ne bouge pas. Donc comment on arrive à concilier les deux? Alors peut-être que le Français sera moins attaché à son patrimoine pierre, et que là, on a des possibilités de le faire. Mais en gros, c'est du plus, quoi. Voilà. C'est du plus, pas préfa. Ça, c'est quand même bien de le souligner par rapport à la modularité d'il y a 30 ans. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette réflexion sur la modularité, on la voit ici pour des habitations, mais elle est aussi utilisée, par exemple, pour des bureaux ou des laboratoires ou des salles blanches, comme je pense au projet Évry-Génopole. Voilà, justement, on va aller voir ces images. Peut-être d'abord Clichy-sous-Bois. Hein, le projet s'appelle le Belvédère métropolitain. Le projet offre un système de logement qui fonctionne par paires déconnectables et reconnectables. Et puis on va en venir justement à ce projet du Génopole à Évry, hein, qui lui se construit sur le principe de noyaux modulables en fonction des besoins et usages, laboratoire, bureau ou salle de cours. Allez, une autre conception, hein, c'est la mixité des usages dans les quartiers. Cela, c'est pas forcément nouveau, hein, de mélanger logement, activité économique, faire en sorte que les quartiers vivent tout au long de la journée, qu'ils ne soient pas seulement réservés à l'activité économique ou qu'ils ne deviennent pas dortoirs. Mais dans ces proportions-là, Dominique Alba, c'est assez inédit, hein. Tous les projets ou presque prévoient une mixité des usages. Ah oui, ça je dirais c'est presque un ADN maintenant. Et là où ça va plus loin, c'est ce que veut dire Valérie, sur la modularité. C'est qu'au-delà de la mixité, on veut en plus qu'à l'intérieur d'un usage qu'on aura choisi, on puisse aussi varier. C'est aussi toutes les questions qui se posent aujourd'hui sur les espaces de bureau. C'est ce que vous soulignez sur les logements. On veut pouvoir raccrocher un bout de logement. C'est l'idée d'avoir un studio qui appartient à la copropriété. En fait, la pelote, elle est infinie. Elle est totalement infinie. On a l'impression qu'il n'y a plus de limite et que tout le système, tout d'un coup, s'ouvre. Et inventer la métropole l'accélère. Et puis il y a cette idée par exemple de logement atelier, ça c'est dans le projet Mixit à Noisy-le-Sec, atelier 30 mètres carrés, logement 30 mètres carrés. Finalement c'est un peu le retour du loft du peintre ou même de l'appartement des Canuts à Lyon avec les métiers à tisser qui servaient de... Oui, mais c'est aussi le retour de la fabrique en ville. Exactement. Il n'y a pas que les activités artistiques. Il y a aussi tout simplement le fait que l'industrie de demain ne sera plus polluante, ni bruyante, et que donc elle peut être en ville. Et comme on cherche tous à développer des circuits courts pour des tas de raisons, on n'a pas le temps de détailler tout ça, et ce n'est pas le propos, mais en fin de compte, on va avoir maintenant des artisans comme on avait autrefois, et tout le monde trouvait ça formidable, qu'il y ait des tissus de PME, PMI très développés. Et ce type de produit montre que voilà, il y a une possibilité pour de l'artisanat de nouveau, avec on habite à côté de son échoppe, comme on habitait au-dessus de son commerce. Et là, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ça, mais vraiment beaucoup. Et en parlant de mixité, on peut peut-être détailler on va voir les images du projet qui concerne la commune de Thiais, c'est le projet Pont de Rungis. Là aussi, on parle de mixité des usages. Oui, parce que là, on est vraiment dans un site absolument exceptionnel qui est donc à la lisière de deux communes qui
jouxte le mine de Rungis. Donc effectivement, là, il y a plusieurs possibilités. On peut le voir, on peut habiter les coursives, on peut se déplacer à travers l'espace qui est urbanisé en faisant ses courses, on peut déposer ses affaires à la conciergerie. Donc c'est véritablement une nouvelle façon d'habiter la ville qui est proposée ici sur un des plus grands sites qui a été proposé à la consultation puisqu'il faisait 22 hectares. Le plus petit faisait 800 mètres carrés et le plus grand c'est celui de Thiers-Orly effectivement qui faisait 22 hectares. Que permettent ces consultations par rapport aux procédures classiques? Parce que là, on a demandé aux architectes de réfléchir et de candidater à un concours. Elles sont un premier pas extrêmement puissant sur ce qu'on appelle l'urbanisme de projet. C'est-à-dire que toute la séquence qu'on vient de passer les 50 dernières années, c'était un urbanisme très réglementaire, avec toute une cohorte d'outils que tout le monde comprend plus ou moins, les plans locaux d'urbanisme, les plans d'occupation des sols. Là, on est dans un système où tout d'un coup, on prend une situation et on dit « allez-y, qu'est-ce que vous nous proposez ?» Et donc, on est dans le prototypage. Et donc, on voit que les propositions sont très variées et certaines d'entre elles, d'ailleurs, ne respectent pas les cadres réglementaires qui sont ceux qui, normalement, s'appliqueraient sur cette parcelle. Donc maintenant, il va y avoir une discussion avec les riverains, avec les habitants, pour voir s'ils acceptent cette évolution. Et donc là, c'est un peu la preuve par le résultat. On a des prototypes qui sont plus ou moins intéressants, plutôt plus que moins. Dans quelle mesure on est capable de les emmener à maintenant la réalité et ensuite, qu'est-ce qu'ils vont générer? Et peut-être que ça va permettre de s'engager ou d'engager une période de façon de faire les choses qui sera peut-être plus risquée, mais en tout cas certainement porteuse d'ambition. Très concrètement, en 2 mots. En 10 secondes. Oui, très concrètement, en 2 mots, je crois que ce qu'apporte cet appel à projet, c'est ce qu'a voulu le président Ollier, rendre cette métropole lisible et crédible pour les 7 millions d'habitants qui y résident. Et ça, c'est particulièrement important. C'est un gros enjeu et il a été remporté avec succès et on peut tous se féliciter d'y avoir apporté notre pierre, je crois. N'est-ce pas, Dominique? Si... Confirmation. Bon. Tout va bien. C'est vrai. Non, mais si c'est vrai. Souhaitez... Voilà, il y avait plus de 10 secondes. Si vous souhaitez vous informer sur l'ensemble des 51 projets lauréats, mais aussi sur les projets qui étaient finalistes, il y a une exposition avec photos et explications. C'est au pavillon de l'Arsenal, dans le 4e arrondissement de Paris. Et c'est à voir jusqu'au 4 mars en accès libre. Il y a aussi des ouvrages. Vous les avez apportés. Ils sont disponibles à la vente. Sur le au pavillon de l'Arsenal. Absolument. Eh bien, très bien. Je vous invite à vous y rendre. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Tout de suite, la suite de Dimanche en politique avec Francis Letellier. Juste avant, l'info régionale avec Jean-Noël Mirande. Très bon après-midi sur France 3. Demain, c'est jeudi.